La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Victoria, ravi de t'avoir avec nous sur le podcast d'OVNI. Merci d'être venu en dernière minute. C'est très cool d'être avec nous. Pour le contexte, on est à Berlin avec toute l'équipe d'OVNI pour faire un off-site. Et on s'est dit que ça pouvait faire sens de faire un podcast en dernière minute avec les gens qu'on apprécie. Et donc j'ai forcément pensé à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je suis trop contente d'être ici. Bienvenue à Berlin. Il fait beau aujourd'hui pour une fois. Ouais, je suis venu il y a 2 mois, c'était la catastrophe, il y avait de la neige partout. Je suis désolée. Et là, gros soleil, enfin c'est Ouais. c'est une super ville, c'est la 2e fois pour moi. Je comprends pourquoi tout le monde s'y plaît, quoi. Donc Ouais. c'est cool. Je voulais te parler avec toi parce que je trouve que tu as une expérience, enfin les 3 dernières années que tu as passées, c'était assez intéressant car c'était à l'intersection de l'investissement dans la deep tech et au sein de 2 écosystèmes, voisins, mais qui sont quand même très différents, donc la France et l'Allemagne. Voilà, Victoria, c'est quelqu'un qui parle 5 langues, qui comprend plein de cultures différentes, qui a passé du temps en Israël, qui a passé du temps en France, qui a passé du temps en Allemagne, qui a investi dans plein de géographies. Et donc l'idée, c'était d'avoir ton ressenti sur, la montée en gamme de la deep tech. Quand, on a commencé à investir, 2021-2022 et qu'on s'est rencontrés aussi, c'était un peu moins, hype. C'est Et vrai. aussi, la convergence des écosystèmes. Tu as de plus en plus de fonds allemands qui investissent en France. Tu as de plus en plus de fonds français qui investissent en Allemagne. Et donc comprendre, les différences de chaque écosystème et les gros, hubs technologiques que tu vois au sein de chaque ville. Donc voilà, j'ai préparé 10 questions très séquencées. Très allemande. Voilà, on est à Berlin, donc il faut respecter la culture, Exactement. il faut être carré. Hem, Peut-être pour commencer, preneur d'en savoir, enfin, que tu présentes aux auditeurs qui tu es, comment tu es arrivée, à être investisseuse, chez Early Bird X quand tu étais chez Early Bird X et voilà, comment juste comprendre, comment tu en es arrivée là? Voilà. Oui, alors je m'appelle Victoria et peut-être qu'on commence de base parce que tout le monde me demande comment ça se fait que tu parles si bien français. En fait, j'ai fait mes études, en France. J'ai étudié de base, à Francfort, à l'université Goethe et cette université, ils sont en partenariat avec, Paris Dauphine et c'est ça ce qu'on a en commun en vrai. Mmh. Parce que voilà, je fais un double diplôme, avec Dauphine et j'ai fait, le parcours du L3, Ouais, ça se dit comme ça, c'est ça, ouais. en France, entièrement en français, en France et voilà, je dirais que Dauphine, ça m'a appris beaucoup de choses et Tu parlais déjà, couramment français avant de venir à Dauphine ou? voilà, Ouais, tu je dirais que j'ai fait la version prépa allemande, je l'ai fait, OK. enfin en français, voilà. Mais Dauphine, je t'avoue, c'était vraiment le bootcamp français pour moi aussi. Voilà et ouais aussi, c'était comme ça que finalement je pense que, ça arrivait qu'avec, mon boulot chez Early Bird, Mmh. je me suis occupée du marché français aussi. Parce que je dirais que c'est peut-être l'un des très peu marchés européens où il faut vraiment parler Ouais. la langue, locale, voilà. Et oui, pour Early Bird, je travaillais pour l'équipe, Pre-Seed Seed en Deep Tech, c'est l'équipe Early Bird X, Ouais, voilà ouais. et Et tu avais fait avant ça, tu avais déjà fait des expériences en VC, avant de les rejoindre? oui, oui, exactement. Je travaillais pour quelques fonds ici, à Berlin et Ouais, aussi pour un fonds, en growth, en Israël, à Tel Aviv, ouais, voilà. donc tu as beaucoup bougé. Oui, Mais c'est pas ça. pas en deep tech, le fonds à Berlin, c'était Calvary Ventures Ah oui, voilà, à et ça, l'époque, c'était pas deep tech? pardon? Ça, c'était pas deep tech? C'était pas deep tech parce que je dirais qu'à l'époque, deep tech, c'était pas Ouais, vraiment, OK. ça n'existe pas encore peut-être vraiment.
Mais voilà, c'était Cavalry qui s'appelle NAP maintenant. NAP, ok. Ouais. Ok. Comment t'en es arrivé du coup à te dire, après avoir bossé pour ce fonds Growth en Israël, pour Calvary, peut-être d'autres expériences, comment t'en es arrivé à te dire, ok, j'ai envie d'investir en deep tech? Mhm. Et qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand t'as commencé à discuter avec des fondeurs qui travaillent sur de la science fondamentale parfois pour certains? Mhm. Qu'est-ce qui t'a surpris dans l'analyse de ces deals? Oui. Euh, alors, en général, je dirais, enfin, je suis allemande de base et ici en Allemagne, on a le fameux Mittelstand allemand, c'est les PME, Mmh. donc un peu les hidden champions qui se trouvent, je dirais, la plupart dans le sud de l'Allemagne. Et c'est vraiment un peu la backbone de l'économie allemande. Et, et ce qui est important de comprendre, c'est pendant la révolution industrielle, l'Allemagne était vraiment hyper fort. Genre vraiment je dirais à la forefront avec Mmh. l'automotive aussi et, enfin, et tout ça. Et avec la révolution numérique, pas trop, je dirais. Voilà. Et là, je me disais, OK, il reste quand même une bonne partie des industriels en Allemagne qui sont très, très peu digitalisés et ça donne presque une low hanging fruit. Mmh. Voilà, et je me disais, c'est exactement là où il faut investir, où il faut aussi de l'innovation, et de rendre les choses plus digitales, voilà. Et tu avais très peu d'équipes, en Allemagne qui Mmh. investissaient exclusivement sur des sujets deep tech. Tu avais Oui. vSquared peut-être, Mmh. Blue Yard à la limite, mais qui font pas que l'Allemagne. Oui. Et c'est vrai que les Early Bird X, c'était assez novateur, je trouve, comme approche. Oui, exactement, tu as raison et c'est aussi, enfin, on travaillait très, très proche avec les universités. On s'est Ouais, focusé sur les spin-offs, ouais. de base, enfin, au début. Voilà, et aussi, il y a un petit success story de nos efforts sur le marché français avec notre co-investissement Encoding. Ouais. Voilà. Que vous avez sourcé du coup grâce à des relations avec, le CNRS? Oui, Mmh, exactement, mmh, mmh, mmh. et c'est ça que j'allais te dire, c'est que je trouvais assez impressionnant, que je me souviens que pendant la phase de due diligence, on a rendu visite à Encoding dans leur laboratoire sur le plateau Paris-Saclay, et c'est waouh, c'est énorme Ouais. et c'est hyper grand, ça donne une petite village, quoi. Et on était là, on a eu un tour dans leur salle blanche avec les full-on bodysuits comme les chercheurs, quoi. Et je me disais: «Waouh, c'est vraiment, c'est assez impressionnant la complexité de la deep tech». Et de voir que ça, enfin, on a besoin de beaucoup, beaucoup, comme par exemple en écosystème ou en plateau comme Paris-Saclay, beaucoup de choses, et qu'il y a des chercheurs qui arrivent à réussir un vrai scientific breakthrough, Mmh. qu'ils transforment en entreprise, et je trouve ça, j'ai beaucoup de respect pour ça et je trouve ça, ouais, c'est fascinant et c'est très impressionnant. Est-ce que tu avais des hypothèses, quand tu as commencé à travailler avec Early Bird X sur des sujets deep tech? Enfin, et qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu avais, de, mal interprété Mmh. sur, la deep tech et qui s'est révélé faux au fur et à mesure que tu as Mmh. commencé à parler à des fondateurs, investir aussi? Mmh. Est-ce que tu as certains misconceptions, qui sont apparus? Mmh. Je pense que une expérience que peut-être, ou enfin une vérité que les investisseurs deep tech remarquent à un moment, c'est que tu peux avoir des entreprises deep tech, des entreprises très saines, qui marchent hyper bien avec les fondateurs très, très intelligents et des sujets hyper relevants, que tu vas pas vraiment pouvoir convertir en VC economics. Mmh.
Et et c'est juste là, enfin, j'ai lu quelque chose et je pense que c'est vrai parce qu'on dit, genre c'est en anglais, mais on dit in terms of financing, VC funding is a certain type of fuel, and if you put it in the wrong vehicle, it kills the engine. Et je pense que c'est vrai. Ouais. Ok. Et c'est quand tu as une passion pour une entreprise et pour leurs produits et ce qu'ils font, ça peut être un peu frustrant quelquefois qu'il faut que tu dises je suis très désolée, mais je vois pas que ça peut vraiment se transformer en VC growth case. Et tu penses que c'est c'est vraiment sur le résultat final? Donc, c'est pas une entreprise qui peut être suffisamment grosse ou c'est le chemin pour y arriver C'est qui plutôt le chemin. OK. C'est le chemin et c'est aussi le fait qu'ici en Europe, on a beaucoup de fonds early stage, mais on n'a pas si beaucoup Ouais. de fonds pour growth capital. Ouais. Je pense que ça commence à changer ça. Oui, c'est ça. Mais au début, Mais tu as encore un gap, ouais. de fonds de 500, peut-être 1 milliard parfois, qui sont capables d'aller sur les séries B, séries C des entreprises deep Ouais, tech. exactement. Mais ouais, je suis OK, intéressant. Donc plutôt, aller sur des fondateurs qui comprennent ce que ça veut dire de prendre de l'argent de VC et comment l'utiliser pour, vraiment fuel, une trajectoire VC compatible, quoi. Oui, je dirais que oui et aussi, tu vois, si on compare ça avec les fondateurs B2B SaaS, avec ces fondateurs, eux, ils ou ils eux-mêmes, genre, ils ont des backgrounds un peu business. Enfin, c'est pas ce que nous on font. Ouais. On fait en VC, c'est pas si extraordinaire. Enfin, c'est pas si c'est pas quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Et c'est vrai que à la fois, j'avais l'impression que peut-être tu vois, les vrais chercheurs qui travaillaient dans leur lab pendant des années, ils ont peut-être du mal à comprendre ce que nous, comme fonds, Ouais, ouais, le on a métier ouais, voilà. de ce que tu recherches en tant qu'investisseur quand tu investis en VC, ouais. Et ça, est-ce que tu penses que c'est le cas, en France et en Allemagne? Est-ce que, tu as couvert les 2 les 2 géographies? Tu as même couvert plus en vrai. Est-ce que tu trouves qu'il y a des grosses différences en termes de, psychologie des fondateurs? Certains écosystèmes qui comprennent peut-être mieux ce que ça veut dire de prendre de l'argent d'un VC que d'autres, entre la France et l'Allemagne? À mon avis, j'ai l'impression que les fondateurs français sont peut-être à la fois un peu plus forts, de raconter leur grande vision, genre OK. vraiment la narration et de raconter une vision très ambitieuse et voilà. Et les Allemands, enfin les fondateurs allemands, ont plutôt tendance à commencer par le produit et la technologie, que ça soit tout en ordre et que ça soit tout là avant de raconter la vision ambitieuse, quoi. Mais du coup, tu penses que les fondateurs allemands, quand tu les rencontrais, ils étaient plus risk averse que les fondateurs français ou Je dirais que oui, mais je pense que OK. c'est vraiment c'est notre culture. Ah, c'est intéressant parce Oui, que je dirais que oui, mais c'est largement culturel parce que comme j'ai dit au début, étant donné qu'il y a ce fameux Mittelstand et une longue tradition d'ingénierie et d'artisanat industriel, genre la craftsmanship, c'est ça ce que tu apprends là. C'est plutôt qu'il faut que les choses soient parfaites, durables ouais. et tout ça. Et ça peut clasher un peu avec les startups, le chaos, ouais, c'est ça, les growth cases. Sachant que Ouais. je trouve que, c'est surtout en deep tech, la qualité de storyteller, elle est extrêmement importante parce que très souvent, les fonds qui arrivent, sur la série A, série B, c'est des gens qui sont très, très sensibles à l'énergie que va dégager le fondateur.
j'ai eu il y a eu plein de fois où on avait, backé des fondateurs que nous on trouvait vraiment forts et à chaque fois, ils avaient exécuté sur des milestones tech Mmh. et le round d'après, il était compliqué juste parce que, ils dégageaient pas l'énergie que voulaient voir les Series A, fund. Alors que je suis sûr que s'ils avaient exécuté moins bien sur la tech, mais qu'ils avaient une énergie plus forte, Mmh. ils auraient réussi à lever plus facilement, le tour de série A, ce qui est Ouais. assez, compliqué à intégrer pour un fondateur, scientifique en général. Oui, oui, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça que c'est assez important que tu as quand même une équipe complémentaire Mmh, mmh et mh. quelqu'un qui enfin, ça peut être un chercheur, bien sûr, il y a des chercheurs qui aiment parler et voilà et être, hem, autour des gens. Hem et voilà, mais qui comprend bien le côté, business Ouais. et ce que ça veut dire de lever des fonds en VC et Mmh mh. d'aller la VC route, en vrai. J'ai l'impression que l'écosystème qui rejoint le meilleur des 2 mondes, c'est Zurich, en Tu as Suisse, raison. où tu as Mmh des fondateurs qui pitchent extrêmement mh. extrêmement bien Mmh. et aussi une densité, technologique, Ouais, hyper impressionnante. oui. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de points très forts, en Suisse Mmh. pour les cas VC et les cas deep tech. C'est peut-être pas la ville la moins chère pour monter une boîte aussi côté talent Ouais. et tout ça. Mais bon, quand même, ouais, il y a des jolies startups qui viennent de Zurich. Et après, enfin, en termes de start-up hardware, je trouve qu'en Allemagne, tu as quand même plus de boîtes qui commencent à passer à l'échelle qu'en France. Tu vois, il y a Robco là qui vient de lever, plus de 100 millions d'euros. ESA Aerospace, tu vas en parler un peu aussi, mais Mmh. tu vois, les Exploration Company, Proxima, je trouve que là, tu commences quand même à avoir des preuves un peu plus fortes en Allemagne qu'en France sur des startups, deep tech hardware. Mmh. Parce que je pense que tu as un écosystème, financier qui est plus mature en Allemagne sur de la deep tech, vu que Munich, enfin, là, tout le monde commence à Mmh. remarquer, mais ça fait quand même plus de 5 6 ans que tu as des gens qui montent des boîtes là-bas à Munich, avec, un sous-jacent technologique fort et je pense qu'en France, c'est encore un peu moins mature. Peut-être que les fondateurs sont de meilleurs pitchers, mais je pense que les, fonds qui sont capables de mettre des tickets de 10 15 20 millions d'euros, ils sont pas encore vraiment présents en France, sur des sujets deep tech. Mmh. C'est comme ça que je le vois moi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, en vrai. Ouais. Et peut-être du coup pour partir sur les boîtes que tu trouves intéressantes, là aujourd'hui en Europe, c'est quoi les 3 European Hardware, Deep Tech Companies Mmh. que tout le monde devrait regarder? Ouais. Et peut-être forcément il y a certains noms que tout le monde, connaît. Est-ce que tu en as 3 autres que tu as vu passer quand tu étais chez Early Bird X, où tu dis: «OK, il y a un énorme potentiel» et elles sont pas encore connues, mais elles vont être connues, dans 2 3 4 ans quoi? À partir de d'encoding, tu veux dire? Je vais dire LinkedIn, ouais. Exactement. Oui, enfin, on a déjà parlé enfin, il y a un ESA Aerospace, Ouais. évidemment. Il y a un Neura, Robotics. Mmh, mmh, Il y a mmh, un IQM qui va se présenter en bourse là, mmh. Ouais. bientôt et ça donne de l'espoir parce que ça aussi, c'est une différence. Moi, ce que j'ai vu c'est que la France, c'est pas un IPO market, pas forcément Ouais. et enfin la activité, en IPO en général, c'était assez bas Ouais. dans les années dernières, mais ça donne de l'espoir que ça reprend en vrai. Hem et aussi une boîte, ou une start-up que j'aime bien, c'est une start-up qui s'appelle Mimic Robotics. Mmh mh. Ça vient de Zurich en Ouais. vrai, c'est un, ETH, spin-off. Voilà, il développe des systèmes de l'IA physique, et des mains, robotiques très agiles, Mmh mh. qui sont capables d'exécuter des tâches, manuelles complexes et voilà et pour moi, c'est ça aussi, c'est un peu, on pourrait dire que c'est une success story deep tech en Europe parce qu'en fait, l'équipe de Mimic, ils disent que les
pour ce qu'ils font, pour cette partie de la physical AI, il n'y a pas de modèle en général, il n'y a pas de general purpose NVIDIA modèle qu'ils peuvent juste utiliser. Et boum, c'est là. C'est vraiment, il faut faire ça soi-même. Ouais. Et ouais, c'est assez intéressant. Et c'est là aussi où j'espère au moins qu'on a un point fort en Europe comparé aux États-Unis et à la Chine. Voilà. Ils sont encore jeunes, Mimix, ils ont levé 15-20 là? Ouais, je C'est pense. encore au Ouais. début, ouais. OK. Sur la partie, on parlait un peu du fait que tu aies de plus en plus de VC qui sont intéressés à faire des investissements en deep tech. Est-ce que deep tech, ça veut tout dire, enfin, ça peut être du hardware, mais ça peut être aussi du software. Est-ce que tu vois aussi de plus en plus de VC être intéressés à financer des business autour du hardware en 2026? Et si oui, enfin, c'est quoi l'explication selon toi? Je dirais que oui, parce que je pense que de base, tout le monde là veut faire des investissements en deep tech et de se dire ok, j'investis dans la deep tech, mais je fais pas la hardware. Ça peut être un peu limité. Ouais. Et voilà, enfin avant, la hardware, c'était considéré un peu trop lent et trop capital intensive. Mais là, enfin, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, mais je pense que aussi les investisseurs pour les tours plus tard ont compris que justement pour la deep tech, il faut plus de capital. Et Ouais. ouais, voilà. Et c'est comme ça que j'ai l'impression que les investisseurs early stage n'ont plus de peur, je veux dire, Ouais. que leurs investissements vont pas avoir un following financing round, voilà. Ça, c'est le gros sujet, en fait. C'est que parfois, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que tu devrais pas financer une boîte s'il y a un sujet de financing, si la boîte a bien Financing exécuté. risk, ouais. Et je pense que là, ça commence à être gommé comme risque aujourd'hui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. C'est un peu l'écosystème VC, ça je vais pas dire que ça mature, mais ça se développe Ouais. aussi. Ouais. Et aussi, je pense que tu as de plus en plus de points de données qui montrent que la deep tech, c'est lucratif. Enfin, t'as des time to exit qui sont plus courts que sur du software classique. T'as un entry valuation qui est plus faible aussi. Et donc, enfin, tout le truc de OK, la deep tech, c'est long, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps à générer des revenus de façon massive, mais par contre, tu peux te faire racheter avant même de générer des revenus massifs pour très cher. Ouais, c'est vrai. Et donc, je pense que les gens en ont de plus en plus conscience, Oui. ouais. Et ça peut prendre plus de temps, oui, c'est vrai. La phase R&D, c'est beaucoup plus long, ouais, c'est vrai. Mais une fois que tu es là, Ouais. t'as un vrai moat, t'as un vrai technological moat et c'est sûrement pas si facile de copier quelque chose, ouais. Et c'est aussi enfin, t'as énormément d'argent qui vont dans les CAPEX, mais c'est souvent de l'argent que tu vas pas mettre dans du sales and marketing. Enfin, tu prends beaucoup moins de risques de marché quand tu investis en deep tech et quand tu es un fondateur deep tech. À partir du moment où tu réussis à prouver que ton produit peut être fait technologiquement et que ça peut être passer à l'échelle aussi, tu vas devoir mettre beaucoup moins d'efforts qu'une boîte de B2B SaaS classique sur du sales and marketing où Ouais, tu es en exactement. compétition avec 15 acteurs sur ta Ouais. géographie Ouais, et donc ouais. c'est celui qui lève le plus qui va mettre beaucoup d'argent dans les coûts fixes. Ouais. Et donc ouais, c'est capex intensive mais pour les bonnes raisons. Tu as raison. Il y a quand même un sujet avec les US et la Chine parce qu'eux, ils ont tout, enfin, ils ont les capitaux, les talents, enfin, les marchés aussi, des gens qui achètent. Est-ce que tu penses que, on est trop loin derrière par rapport à ces acteurs-là? Ou est-ce que
Le fait que, l'Europe se reconcentre sur ce sur quoi elle est forte, en vrai, on est quand même un continent d'ingénierie, Mmh. fait que, on réussira à rattraper le gap et à redevenir une place mondiale de technologie sur des sujets qu'on maîtrise. Mmh. Oui, c'est intéressant, parce qu'en vrai, récemment, quelqu'un m'a dit, enfin en anglais aussi, mais genre, in the World Cup or in the World Cup race, about AI, between China and the US, the European Union see themselves in the role of the referee, and there's 2 problems with that. The referee never wins and nobody likes the referee. Et à mon avis, c'est assez spot on. Hem Et en vrai, je dirais que, tu vois, en Europe, nous ne gagnerons probablement pas sur la quantité de la production face à la Chine, Mmh. mais nous pouvons gagner sur la qualité, à mon avis. Parce qu'en Europe, enfin, on possède, une recherche académique très, très fort, des talents exceptionnels, en écosystème, très fort et aussi une base industrielle, Mmh assez mh. unique. Et ça aussi, je dirais encore une fois, grâce au Mittelstand. En Allemagne, il y a de nombreuses startups qui ont déjà des grands clients industriels Ouais, à leur porte, quoi. ouais. Ouais, Ouais, c'est voilà. vrai que le marché est beaucoup plus présent. Enfin, historiquement, les entreprises que ont financé les VC sur du B2B SaaS plus classique, en fait, 60 70 de leur marché, c'était aux États-Unis, pas vraiment en Mmh. Europe. Alors qu'en Europe, on a des industriels forts qui vendent en Europe, qui et je pense qu'il y aura moins cette nécessité forcément de partir aux États-Unis, sauf pour aller chercher du capital. Mais tu as un marché aujourd'hui en Europe qui est là pour les deep tech companies aussi, Oui, ouais, c'est ça. mais mais ouais et après sur la Chine, bon, je pense qu'ils commencent à avoir la quantité et la qualité de plus en plus. Ils nous rat Faut qu'on se dépêche. mais Ouais. mais je suis globalement d'accord. Hem, Qu'est-ce que tu veux rajouter sur l'écosystème deep tech en Europe? Est-ce que tu trouves qu'on a tout adressé ou il y a des éléments que tu aimerais rajouter? Bon, en général, je pense qu'on peut faire le point, que pour les vrais cas deep tech, les très bons cas, c'est des projets de recherche, c'est des spin-outs. Mmh. Donc je pense que enfin ça on fait ça déjà beaucoup, mais ça reste toujours un sujet important de vraiment de soutenir des spin-outs, travailler avec les universités, Mmh. de peut-être faire éduquer un peu, les chercheurs et les future founders, Mmh. sur ce qui est important si jamais ils veulent faire la VC route Ouais, et travailler avec les tech transfer offices, hem et tout ça de créer en lien là de et aussi, enfin, comme VC ou étant VC, je dirais qu'on est beaucoup de fois, on est un peu intermédiaire, on traduit, ouais, heu, des différences culturelles, des différents sujets, ouais, donc ouais, je pense que ça reste important. OK. Écoute, en tout cas, je te remercie d'être passé nous voir, Merci à toi. dans ce podcast. Enfin, ça a été un plaisir de collaborer avec toi, sur les 3 dernières années et puis, j'espère que tu auras plein de belles choses à raconter, sur tes prochaines aventures aussi. Mais ouais, un grand merci Victoria d'être passée nous voir. Merci Merci, je suis beaucoup. prête. Merci à toi, Thomas. Merci.